Go down. Salut les terriens. Salut les terriens. Alors les terriens de ce soir sont Christine Boutin. Alors Christine Boutin, vous êtes ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, présidente du Parti chrétien-démocrate. Vous vous êtes fait connaître avec le débat sur le Pacs et vous êtes revenue en force sur le devant de la scène avec le débat sur le mariage gay. Alors qu'est-ce qu'on dit, Christine? On dit merci les PD. Autre terrienne avec nous ce soir, Marina Foïs. Marina, bonsoir. Vous êtes une ancienne membre des Robins des Bois. Vous êtes devenue en quelques années une comédienne extrêmement appréciée. Et votre César, l'an dernier, pour Police, en témoigne. Vous êtes, Marina, un formidable espoir pour toutes les filles qui n'ont pas de seins. Non, merci les PD. Encore une autre terrienne avec nous ce soir, Isia Higelin. Alors Isia, bonsoir. À 22 ans, vous avez déjà remporté 3 victoires, un César. Logiquement, pour cette émission, ça devrait être un 7 d'or. C'est ça. Ou un hot d'or. Ah, je préférais un hot d'or. Oui. Un terrien avec nous ce soir, Michel Onfray. Michel Onfray. Christine, ne faites pas le signe de la croix, ne sortez pas votre chapelet, votre gousse d'ail et votre pied en argent. C'est pas l'antéchrist non plus, Christine. Non, pas du tout. Bon, vous avez discuté avec lui. Absolument. Très bien. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Latifa Ibn Ziaten, mère de la première victime de Mohamed Merah. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors Isia, rebonsoir. 3 victoires de la musique, un César du meilleur espoir féminin à 22 ans. Vous allez vous mettre au foot? Ouais, Ballon d'Or, Ouais. prix Nobel de chimie et meilleur paella. Mais bon, vous avez bien conscience, Isia, qu'on ne va pas vous donner une récompense à chaque fois que vous faites quelque chose non plus. C'est... Bah non. J'ai tendance quand même à dire que les récompenses ne font pas tout et c'est vrai et je le pense sincèrement. Ouais. Il se trouve qu'on m'en donne et que merci pour ça et que ça me touche énormément. Mais je tracerai ma route malgré tout. Alors vous êtes la fille de Jacques Higelin et d'Aziza, ex-choriste et ex-danseuse. Si les fils d'eux et les filles d'eux se mettent à avoir du talent, il va rester 0 place pour les autres, là, cette fois. C'est ça, Ouais. mais... Vous dites, je suis bien tombée. J'aurais pu être la fille de Patrick Fiori. En fait, je change souvent. Je dis parfois que je suis la fille de Francis Cabrel. Non, mais c'est vrai, je suis la fille de Jacques Higelin, fille d'eux et fière de l'être. Ouais. Voilà. Et super. Avant, j'interviewais Jacques Higelin, maintenant j'interviewe Isla Higelin. Comme Drucker. Donc, à 7 ans déjà, vous étiez sur scène avec votre père. À 13 ans, il vous offre une guitare, une Fender. Et vous faites votre premier concert à Calvi. Dans un festival qui s'appelle le Festival du Vent. J'ai dû monter un groupe pour l'occasion et voilà. Vous avez joué quoi? J'ai joué des chansons qui sont déjà sur mon premier album, donc des titres qui étaient déjà là, quoi. Ouais. Il vous a dit quoi, votre père, quand vous avez eu le César? Ah bah, je me suis effondrée en larmes en sortant de scène chez les maquilleuses qui se sont elles-mêmes mises à pleurer parce qu'elles étaient émues pour moi. Et après, j'ai appelé mon père qui pleurait aussi. Donc c'était une espèce de mise en abîme de larmes. Ouais. Et tout le monde chialait, c'était super cool. Mais mon père, il pleure tout le temps dès que j'ai fait un truc qui lui plaît. Normal. Je pense qu'il était déjà au maximum de sa fierté au moment où je suis sortie du ventre de ma mère. Donc à partir de maintenant, c'est que du bonus, quoi. On regarde à quoi ça ressemble. Merci infiniment. Je suis extrêmement émue, extrêmement touchée. Je vous remercie à l'Académie d'avoir voté pour moi. Je remercie du fond de mon cœur Patrick Mille pour m'avoir permis de réaliser, voilà, c'est un peu con, mais mon rêve. Et je remercie bien évidemment Justine Lévy aussi. Et c'est trop bien, putain. Merci. Voilà, la musique, toujours. Et maintenant, le cinéma, j'espère aussi beaucoup. Voilà, je vais aller danser seule dans un coin maintenant, merci. Alors, il y a un truc quand même incroyable, c'est que
Les années passent, les générations se succèdent, mais les remerciements sont toujours pareils. Hein. Bah oui, on m'a dit Ouais. fais sobre et dis pas de gros mots. Ça, c'est Ah oui. ma mère qui m'a dit ça. Ah oui, vous Ouais. l'avez fait. Mais il y a eu un putain un peu en loose day, là. Ah, quand même. Ouais, mais s'il est sorti malgré lui, quoi. Alors, j'ai pas vu le film, parce que quand on m'a dit que c'est la fille de Jacques Higelin dans un film inspiré par le livre de la fille de Bernard-Henri Lévy, j'ai envoyé ma fille le voir, en fait. mais le DVD sort le 3 avril Exactement. et je l'achèterai. Voilà. Merci. Ça s'est passé comment, le dîner au Fouquet's, après la cérémonie? Normal. Enfin, moi, j'ai un élément de comparaison qui est la musique. Ah bah, c'est donc autre chose. forcément, Ouais, forcément, je peux. Voilà, c'est quand même un peu plus fun, mais c'était très sympa aussi. J'ai appelé mes parents, ils sont venus et ils m'ont fait un câlin parce que j'avais besoin d'être avec les gens que j'aime quand même. Oui. Elle était sympa, Marina? Elle était très sympa Elle n'a pas d'ailleurs. essayé de vous piquer votre César? Non, non. Hein? Non. Oui, elle était accrochée à ce truc-là, j'ai rien pu faire. Enfin, Non, mais en plus, c'est une des premières personnes que j'ai vues en sortant de scène. Était avec Ludivine. Sagné. Et c'était vraiment adorable. bah, j'étais pas nommée, donc je pouvais être vraiment Ah oui, il vous contente nomme pour même elle. plus J'étais pas maintenant. en concurrence. Ah, il vous nomme En plus. espoir, c'est foutu, j'y Ah oui, serai plus d'accord. jamais. Ah non, bah oui, c'est comme ça. Espoir. Vous l'avez déplié, le César? Le pour voir ce César que c'est au Non, départ? non. Mais il y a un truc dedans, quand on Ouais, fait comme ça, il y a ouais, un... Ah bon? Mais ouais, j'entends gling gling. Alors, je sais pas. C'est un micro. C'est ça. Alors, Marina, rebonsoir. Vous avez déjà été nommée 3 fois au César. 3 nominations. C'est difficile quand même. Hein. Après la cérémonie, à chaque fois de dire à Laurent Veil, c'est déjà un plaisir d'être nominé. Non, ça on le dit avant. Ah ouais. Parce qu'après, on n'est plus interviewé. Après, vous partez en courant, après, non? on est- Ce qui était très drôle, c'est que vous avez fait croire que vous l'avez eu l'an dernier. Je trouvais ça génial. Alors, regarde à quoi ça ressemble. Bonsoir. Je veux juste dire un petit truc. Oui, Marina. Voilà, on dit beaucoup, c'est pas grave de ne pas avoir le César, ce qui compte c'est d'être nommé. Eh ben, c'est pas vrai. Non, mais faut pas mentir aux jeunes, c'est horrible de pas l'avoir, c'est atroce, hyper humiliant. T'arrives en limousine, tu repars en bus. Non, en plus, il y a un truc, c'est que c'est cruel parce que tu te souviens pas de ceux qui l'ont pas. Hein, alors que, bon, après tout, je joue pas si mal que ça. Non, mais c'est vrai, par exemple, l'année dernière, meilleure actrice, vous vous souvenez de qui était nommée? Non. Par contre, vous vous souvenez très bien de qui l'a eu. Bérénice Bejo. Pardon? Bérénice Bejo. Non, c'est moi qui l'ai eu. Non, c'est Bérénice Bejo dans The Artist. Mais non, c'est Dujardin dans The Artist. Non, c'est Bérénice Bejo. Non, l'année dernière, meilleure actrice, Marina Foïs dans Police. C'est un peu embarrassant, Marina. Je sais pas, vous l'avez enregistré la cérémonie Oui, on l'année enregistre dernière? tout. Eh ben, repassez les Vous images. voulez des images de Oui, la... Ok, oui. très bien. Que votre volonté soit faite. Des images. La meilleure actrice 2012. Et le César de la meilleure actrice est attribué à Bérénice Bejo dans The Artist. Ah ben voilà, c'est moi. Oh, vous étiez à 2 doigts de me faire douter. Bravo. C'est très drôle. Je tiens à préciser que c'est un texte écrit par Laurent Lafitte. Qui est vachement drôle. Bravo, Voilà, Laurent. qui est très Vraiment, drôle. c'est très drôle. Alors, vous avez tellement marre de cette histoire de César que vous avez décidé de tourner dans Boule et Bill. Alors là, moi, vous êtes tranquille. Ah, je risque pas d'être nommée, c'est ça? Voilà. Alors, c'est une comédie d'Alexandre Charlot et Franck Magnier qui est sortie mercredi. Alors, le pitch est très simple. C'est une famille qui adopte un cocker, qui est roux comme le petit garçon, d'ailleurs. On regarde à quoi ça ressemble. Je suis votre voisin du dessous. Ah, bonjour, enchantée. Moi, je fais une dépression. Et il ne faut pas de bruit. Du tout, du tout. Ah, très bien. Ben, je vais voir ce que je peux faire. Bon après-midi. Oh, c'est fichu maintenant. Tu vas jouer avec la sourdine, c'est pas grave. Je suis votre voisin du dessous. Oui, je vous ai reconnu. Je prends des médicaments à cause de ma dépression. C'est bien, il faut. Et ça m'a développé une sensibilité auditive très étonnante. J'entends tout. Tout, 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 tout. Donc il vous faut pas de bruit. Non, Du tout, du tout, du tout. du tout. C'est gentil. On va faire un peu de lecture rythmique. Voilà, Boule et Bill en salle depuis mercredi. Et il faut le dire, c'est un triomphe. Après tous ces films français qui ne marchent pas, celui-là a fait 204 535 entrées
vous êtes le précis. premier jour, un big up. C'est remarquable. C'est peut-être le film qui va relancer la fréquentation des salles. On compte beaucoup sur vous, Sûrement, Marina. c'est peut-être le film qui va arrêter la crise. Je sais pas, c'est peut-être ça va faire beaucoup de trucs. Il y a ouais. des chances. Alors, c'est vrai que le chien avait une loge plus grande que celle de Franck Dubosc, qui s'est foutu la évidemment. merde. Ouais, c'était... C'était la star. Je me demande si Franck aurait pas dû jouer le cabot, finalement. Non, il l'aurait joué moins bien que Ah le ouais, chien. bien. Alors, Marina, tout va bien. Vous êtes Ça va. heureuse. Vous avez déclaré, il n'y a pas longtemps, que vous aviez commencé à vous accepter il y a quelques années. Vous avez décidé de vous foutre la paix. J'ai dit ça? Ouais, mais Oui. c'est pas mal. C'est-à-dire, ouais, je vais arrêter de m'emmerder moi-même toute la journée. Je vais me foutre la paix. Je sais pas si c'est moi ou tous les gens qui sont comme ça, mais moi, j'aurais voulu être très grande, Ouais. très brune, très autre chose. Vous auriez On a voulu être plus comme le temps. Christine Boutin. Je n'ai Très jamais grande, dit ça. très brune. Si. Voilà. Et très catholique. Non, mais c'est l'avantage de vieillir. Ouais. On Ouais. perd moins de temps sur. Je me consacrais trop de temps. Oui. C'est chiant, c'est stérile, Oui. ça sert à En fait, rien. là, maintenant, vous bossez, et puis voilà, quoi. Ouais, Bah oui. Ouais. Et le travail aide à se détacher de ça, ouais. bien sûr. Isia, tu te fous la paix, toi? J'emmerde les autres. Vous vous foutez la paix? Oui, j'ai l'impression, oui. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut, effectivement, c'est une bonne leçon de sagesse de Et ben voilà. de faire Nous la paix avec terminerons soi-même. sur cette leçon de sagesse de Michel Onfray. Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Christine Boutin, Marina Foy, Isia Higelin et de Michel Onfray. Alors, Christine Boutin, rebonsoir. Vous en êtes à votre combienième relooking? Je n'en ai aucun. Ah, Ah si. non, non, j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai Ouais. grossi, j'ai remaigri. Non, quand je parle relooking, c'est les cheveux, Ah, les la cheveux. tenue. Ah, bah, parce qu'à un oui. moment, vous étiez gothique quand même, vous vous souvenez? Vous aviez les ongles en noir. Oui, c'est vrai, oh, bonne mémoire, bonne mémoire. Qu'est-ce qu'il dit Jésus sur les ongles noirs? Je sais pas, il Ça m'a lui pas- plaît à Jésus, il ça? m'a pas- Moi, je pense qu'il s'en fout un peu. Ah, il s'en fout. Ah bon, d'accord. alors. Mais vous pensez que ce que les gens n'aiment pas chez vous, c'est votre look, alors vous changez tout le temps de look. Mais ce que les gens n'aiment pas, Christine, c'est vos idées. Ils ont le droit. Oui, ils ont le droit, bien sûr, bien Ils ont sûr. le droit, mais j'ai le droit de dire les miennes aussi. Enfin, bien que vous ayez énormément changé ces derniers temps, Christine, je crois qu'on peut le dire ce soir ici, pendant les manifestations contre le mariage gay, vous avez rencontré Brigitte Bardot. Ça a été le coup de foudre. Vous allez vous marier. C'est énorme. C'est énorme. Non, je sais pas, parce que, écoutez, honnêtement, sur toutes ces manifestations, j'ai plutôt été très en retrait. Oui. Non, je faisais pas partie de la coordination d'organisation, même si sur le plan des idées, je soutiens naturellement totalement cette démarche. Et je suis très, très frappée par la mobilisation de ces Français qu'on n'attendait pas du tout. Du reste, c'est bizarre qu'on veuille marier tout le monde à un moment où plus personne se marie. Je Bah, trouve ils ça quand même divorceront, étonnant. oui, c'est sûr, comme tout Ah le monde. bah, oui. oui, comme tout Mais le alors, monde. c'est fou cet acharnement contre le mariage gay de votre part et de la part des gens qui pensent comme vous. C'est quand même Dieu qui a créé les homosexuels, Christine. Non, parce que... non. Ah, si, La vraie question... Dieu a tout créé. Oui, vous aussi? Il m'a créé moi, Non, il a c'est créé pas Michel Onfray, c'est quand même énorme. Vous voyez qu'il est bon. Vous voyez qu'il est Il bon. est très gentil. Ouais, il est très Alors, bon. il a créé les homosexuels, Non, Dieu. non, c'est même pas un problème d'homosexuel, le mariage gay. C'est pas du tout ça. C'est un faux-né, l'histoire du mariage homosexuel. C'est dire qu'on veut construire une société sans différence sexuelle et avoir la maîtrise sur l'ensemble. Vous n'êtes pas fait comme moi. Non. Bah oui, moi j'y tiens à ce qu'on ne soit pas fait pareil. Ouais. Moi, je me demande si l'Église s'acharne pas contre le mariage gay parce qu'ils ont peur que les prêtres se marient entre eux. Vous savez, les prêtres sont comme nous tous, ce sont des hommes Oui. et qui sont faillibles. Et il y en a peut-être. Du reste, il me semble qu'il y a quelques scandales au Vatican qui laissent Oui, entendre on va en parler, qu'il en rassurez-vous, existe. rassurez-vous. Mais Alors, c'est normal, ça. Ouais, il faudrait quand même pas que votre combat contre le mariage gay laisse penser aux gens que vous refusez le sexe, Christine. Écoutez, j'aime le sexe. Je suis comme tout le monde. D'ailleurs, vous êtes marié. Oui. Et vous êtes marié avec votre cousin Germain. Absolument. C'est légal, ça? Oui, c'est Baba, légal. baba. Au C'est niveau- pas légal. Si, Je vais si. dire pourquoi c'est pas légal. Si, parce c'est que légal. pour un mariage entre cousins Germain, ce qui à mon avis est contre nature, je vous le dis franchement, il faut une dispense du pape. Oui. Non, mais c'est vrai, je plaisante Mais pas. C'est j'ai pas le- besoin. je- Mais alors, écoutez, sur le mariage civil, Oui. je n'ai pas besoin de demander l'autorisation du Oui. président de la République. Oui. La République française n'interdit, bien sûr, en aucune manière le Oui. mariage entre cousins.
En ce qui concerne l'Église catholique, il faut effectivement une dispense. Ouais. Mais je pense qu'elle a été demandée, mais c'est vieux, moi. Hein. Vous savez depuis combien de temps je suis mariée? Non. Ça fait 46 ans. Oh là là. Alors, vous savez. Et vous plaisez toujours? Absolument. Et mon mari me plaît toujours. Voilà. Votre cousin? Mon mari. bah non, non, c'est excusez-moi. mon mari. Isia, vous épouseriez votre cousin Germain? Ah non. Ah ben voilà, tu vois, c'est contre nature, c'est bien ce que je dis. Non, c'est pas contre Ah, moi, j'aurais nature du jamais tout. pu épouser ma cousine. Ah bah, c'est parce que vous n'êtes pas tombé amoureux de votre cousine. Ah mais on tombe pas amoureux de sa cousine. C'est assez enfin. fréquent. Oh, bah, si, On mais a bien des sûr que si. barrières. Enfin, Si, non, parce que d'abord, c'est entre cousins Germain, après, c'est les frères, les sœurs. Non, non. Ça va se Mais terminer avec les animaux. C'est ce qui va arriver Ça va se avec la terminer avec PMA. les animaux. C'est ce qui va arriver avec la PMA. C'est ce qui va arriver. L'inceste, la polygamie, ça commence comme ça. Non, mais que ce soit vous qui disiez ça que moi. Hein. Vous épouseriez votre cousin Germain? Bah non, je m'en fous du Ouais, mariage. ouais. Vous avez combien d'enfants C'est maintenant plutôt- avec Eric? Pas mal, non? Je sais plus. J'en ai 2. Mais il y a de moins en moins de mariages, je vous ferai remarquer. Ça va devenir très moderne de Il se n'y a plus marier. que les PD qui vont se marier, Christine. Mais je vous le dis, moi, mais c'est vrai. Merci les Mais PD. c'est vrai. Heureusement qu'ils sont là pour faire marcher Pronuptia, parce que sinon... Attendez, c'est pas fait Le encore. problème dans le mariage gay, c'est de savoir qui se met en blanc. Bon, Christine, j'étais très heureux d'apprendre que vous aimiez toujours le sexe. Ça me fait plaisir. Je suis ravi. Michel Onfray, bonsoir. Alors, Michel, vous êtes ici pour expliquer à Christine Boutin que non, Dieu n'existe pas. C'est comme le Père Noël, il faut être courageuse maintenant. Alors, Michel, pour vous, Dieu n'existe pas. Mais alors, qui a créé le cul de Beyoncé? Ça, c'est une question. D'où ça sort? Une chose aussi belle, une chose aussi divine que le cul de Beyoncé. Ça vient du Big Bang, c'est une espèce de... C'est le Big Bang Ben qui a oui, créé le oui, cul de ben, Beyoncé. Ah, ça finit génial. par ça, par vous, par moi. Vive le Big Bang, alors. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que si Dieu n'existe pas, tous les mecs qui se sont fait chier et construire des églises, des cathédrales et tout, ils ont perdu leur temps, en fait. Non, non, parce que c'est bien, les cathédrales... Ah bon non, Vous êtes pour les cathédrales, peinture, quand la même. musique, oui, la culture. On est dans une Ouais. culture judéo-chrétienne depuis, Ouais. depuis plus de 1000 Non, ans. mais si donc, Dieu n'existe pas, à quoi ça sert d'avoir fait tout ça? Oui, mais les dieux n'existent pas et depuis toujours, les gens ont besoin de Dieu. On n'a juste pas envie de mourir et de dire après la mort, il n'y a rien. Donc on invente des fictions. Alors il y a une fiction évidemment sur Dieu, mais ensuite il y a une fiction sur Jésus, Ouais. la construction de Jésus. Non, non, c'est un personnage historique Non, quand même. pas du Au tout. moins, vous pouvez pas nier ça. Ah non, vous avez le droit de dire tout, mais sauf ça. C'est un Christine, personnage Le historique. Jésus qu'on adore n'a rien à voir avec le vrai Jésus. Non, non, Mais mais en même temps- Jésus Le vrai est Jésus, un c'était un personnage- déconneur. non, c'est pas une fiction. C'était un déconneur, mais c'est C'est vrai. pas- C'était un juif qui foutait la merde, Non, non, qui oui. sautait Marie-Madeleine. Moi, c'est ça que Non, j'aime chez arrêtez, Jésus. Mais oui. arrêtez. Arrêtez, vous Mais êtes non, mais ce que j'aime vous chez faites un Jésus... blasphème, là. Non, c'est pas un possible. blasphème du tout, parce que je suis catholique. Ce que j'aime chez Jésus, c'est son côté rebelle. Bon, il existait. Voilà. Donc Michel peut pas dire que c'est une fiction. Si, c'est une fiction. Parce qu'on en a fait Mais une bien sûr que fiction. si. Mais non. Oui. Ça s'est quand même fabriqué. Jésus, il naît dans un endroit qui n'existe pas à l'époque où Comment il est censé ça naître. Bethléem, Il a été fabriqué. Nazareth, ça existe quand même, À non? l'époque où Jésus est censé naître, cet endroit n'existe pas. Mais Ce personnage est fabriqué à partir de l'Ancien Testament. On a annoncé un Messie qui viendrait. Il n'est pas venu. On a juste dit il est venu. Il s'appelait comme Alors, c'est ceci. les Juifs, il a ça. fait comme ça. Non, Ça, il y a des. c'est- ce qu'on N'accusez appelle des pas les Juifs tout de communautés. suite. Mais non, mais c'est pas du tout veux ça. dire- Mais c'est la tradition juive Oui, qui ne mais- reconnaît pas Eh Jésus ben, ça comme s'appelle étant le prophète. judéo-christianisme. Ouais. Donc ça a été fabriqué comme ça, avec saint Paul qui est juif à l'origine, Oui, qui se absolument, convertit qui se au christianisme, convertit. qui fait partie des premiers à tuer les premiers au nom du christianisme, comme saint Paul massacre quand même Saint-Étienne et contribue au premier des massacres, se convertit au christianisme et fabrique le christianisme. Et voilà. C'est une Bon. petite Non, mais- secte, c'est une petite Non. secte de rien Il du n'y tout. en a pas beaucoup des petites sectes qui existent depuis 2000 ans je comme dis- ça. hein. Une petite secte, vous avez dit. Petite secte d'1 milliard. Mais en fait, Jésus, c'est une invention. Mais si, c'est comme Monsieur Propre ou la mère Denis, mais si. Non mais Thierry, je vais être obligé de quitter le plateau. Non, bon, on arrête. Ah non, mais parce que... franchement. Non, ce n'est pas possible, Non, je ça, m'arrête, voyons. alors, non. Je vous le dis avec Non, mais le moi, je suis sourire. catholique, donc je ne pourrais pas supporter que vous quittiez le plateau. bon. Simplement, reconnaissez qu'on peut avoir des visions différentes de Jésus. Aucun évangéliste n'a connu Jésus, ça a été Mais fabriqué. qu'est-ce que vous racontez Mais ben- Mais je vais m'étrangler, là. D'où- C'est alors, pas Bon, possible. arrête, non, parce que là, Non, je vais non, dire je vais après, pas- on va être obligé de la... perdre. On va la perdre, là, on va la sortir sous un brancard. Non, mais ce qui est sidérant, Non, c'est que vous soyez aussi peu au courant de l'histoire de votre religion. Je respecte votre pensée, même si je Moi, n'y je fais adhère de pas. l'histoire. Mais, ouais, non, Je fais mais de moi aussi. l'histoire. Non, Mais vous moi êtes aussi. dans la foi, vous. Non. La mais foi, alors, la j'ai le croyance, droit. laissez-moi l'histoire, je vous laisse la foi. Non, non, l'histoire. Non, la non. Christine. Oui. Non, attendez, sérieusement. Oui. Vous qui savez que Dieu est Existe. contre le mariage gay, Existe. qu'est-ce qu'il pense de Michel Onfray?
Bien, j'espère. Et il l'aime. Il Ça, l'aime. c'est tout Dieu, ça. Voilà. Il l'aime. Il est vraiment- Alors, il est sans rancune. Ah oui, il est sans rancune. alors, on continue avec Michel. Michel, vous êtes un philosophe athée et vous êtes l'un des 2 plus célèbres philosophes hédonistes français. L'autre, c'est Marc Dorcel. Oui, j'allais. Je me doutais que le second. Alors, l'hédonisme, c'est quoi? Tiens, voilà, tiens. Le christianisme nous dit souffrez de votre vivant, et plus vous souffrirez de votre vivant, plus vous jouirez après votre mort. Sauf qu'il n'y a pas de vie éternelle et il n'y a pas de vie après la mort. Après la mort, il n'y a rien. Un hédoniste, c'est quelqu'un qui dit ne loupez pas votre existence, il n'y en a qu'une. Oui. Tâchez d'avoir le profitez-en, maximum ouais. de plaisir et de donner du plaisir à autrui en évitant votre déplaisir et le déplaisir d'autrui. D'accord. J'ai fait court. Bah, c'est parfait. Non, mais je comprends un truc, c'est que c'est né en Grèce, l'hédonisme, mais quand on voit l'état du pays, on comprend. Les mecs, ils branlent rien. C'est la Grèce de Platon, ça. Finalement, votre truc, c'est le pari de Pascal à l'envers. Le pari, c'est un truc que Pascal invente pour essayer de convertir les athées et les libertins Ouais. qui sont des joueurs. Il essaie d'utiliser leur technique. Moi, je dis, faisons de l'histoire. Simplement, on ne fait pas de l'histoire aujourd'hui. Quand on fait de l'histoire, mais sur Sade, sur Sartre, sur etc., Ouais. ou sur le Parti communiste, ou sur tout ça, quand on commence à faire de l'histoire, on découvre des choses extraordinaires. Mais les gens veulent des légendes. Ils préfèrent Ouais. des illusions qui leur font du bien à des vérités qui leur font peur. Ben, vous me faites une transition formidable, Michel, parce que vous êtes hédoniste, mais bosseur. Vous publiez 2 gros bouquins chez Grasset. Le volume 8 de votre contre-histoire de la philosophie, les Freudiens hérétiques, et le volume 9, les consciences réfractaires. Alors après avoir déboulonné Freud dans un bouquin génial qui s'appelle Le crépuscule d'une idole, paru en 2010, avec les Freudiens hérétiques, vous présentez d'autres psychanalystes que Freud a tout fait pour évincer. Parce qu'en fait, Freud, ce que j'apprends en lisant votre bouquin, c'est qu'en fait, il ramenait la couverture à lui, il voulait pas qu'on parle des autres. Freud a fait une espèce d'OPA sur la psychanalyse en disant la psychanalyse c'est moi, en dehors de la psychanalyse c'est pas de la psychanalyse. Et je montre simplement qu'il y a une espèce de ce qu'on pourrait appeler un intellectuel collectif, c'est-à-dire une cinquantaine, la plupart juifs, de génies à l'époque de Vienne, hein, Ouais. qui sont des gens extraordinaires, qui pensent une discipline nouvelle, la psychologie, et qui proposent un certain nombre de choses. Et Freud qui dit non, ça c'est moi et les autres n'existent pas. En plus, vous dites que Freud, en fait, quand on le lit comme il faut, il a légitimé tous les totalitarismes du XXe siècle, en fait. Les totalitarismes de droite. Oui. Surtout, je fais la démonstration que, de fait, il y a chez ce personnage-là une théorie, la horde primitive, qui nous dit « nous sommes des animaux, les animaux, ça se dresse Voilà. Il n'y a qu'une personne susceptible de dresser, c'est le dictateur. Il nous faut des dictateurs, Voilà. dit Freud. Moi, Alors- j'ai l'impression que la définition de l'hédonisme, c'est la démolition. Non, C'est le cul de Beyoncé. C'est qui a été créé par le Big Bang. Alors, l'autre livre que vous publiez s'intitule Les consciences réfractaires. Alors là, vous y célébrez les penseurs qui ont résisté à toute forme de soumission politique ou idéologique. Alors, il y a Georges Politzer, communiste, qui refuse le pacte germano-soviétique. C'est-à-dire que pendant 2 années, les communistes français ont collaboré, ce qu'on n'a pas dit évidemment, parce qu'ils considéraient qu'effectivement, les nazis et les communistes avaient des ennemis en commun, les juifs, Bah oui. la bourgeoisie, le capital, Ah oui. les Anglais, le général de Gaulle. Ouais. Donc pendant 2 années, les communistes invitent à collaborer avec l'ennemi. Et effectivement, quand Hitler rentre en Union soviétique, le pacte explose. Ouais. Et à partir de ce moment-là, le Parti communiste devient résistant. Mais Oui. pas avant. Et alors, ce qu'on apprend en lisant votre bouquin, c'est qu'il y avait des tracts du Parti communiste qui appelaient à ne pas résister aux nazis et que Guy Môquet, le fameux Guy Môquet, Oui. le pote de Sarko, Guy Môquet, lui, il a distribué des tracts pro-nazis. C'est quand même énorme, ça. Absolument. Ouais. C'est-à-dire Guy Môquet, il est en prison pour avoir distribué des tracts défaitistes. Ouais. C'est-à-dire de collaboration avec Ouais. les nazis sur Ouais. place. Ouais. Évidemment, quand les nazis le prennent comme otage, ils le fusillent, et c'est un grand personnage, Guy Môquet, à ce moment-là, parce qu'il Ouais. va droit à la mort, et il y a beaucoup d'élégance chez ce jeune garçon, mais il est en prison, non pas pour acte Ouais. de résistance, Ouais. mais pour fait de collaboration C'est et énorme. de défaitisme. C'est énorme. Alors, c'est quoi ce faux qui a été fabriqué après la guerre par le Parti communiste pour faire croire qu'ils sont rentrés dans la résistance en 1940 ? À la Libération, il faut laisser croire qu'on a été résistant, donc on invente plein de légendes. Et on fabrique un faux numéro de l'humanité, daté de l'époque où on aurait pu être résistant, en disant voilà, on appelle à la résistance. Simplement, c'est un faux. Il a été fabriqué C'est a énorme. posteriori. Eh oui. C'est énorme. Oui, Mais si votre on fait bouquin, il est génial, l'histoire parce qu'après, du- vous atomisez le couple Sartre-Beauvoir. On dit qu'ils ont toujours été d'accord pour avoir lui des maîtresses et elle des amants. En fait, il imposait sa polygamie à sa femme, ce qui est vraiment pas bien.
C'est pas bien. Ah, moi, je sais ça. Alors. Bah, vous savez ça, Je d'accord. suis pas surpris. Vous savez qu'il s'est jamais évadé du Stalag, que c'est Drieux de la Rochelle, écrivain d'extrême droite, qui l'a fait sortir. Bien de dire C'est- tout ça bah aujourd'hui. oui, on sait bien. Qu'il Parce a que écrit, que Sartre a écrit dans une revue collaborationniste. Comédia. Comédia, Bien en sûr. 41, Voilà. en 44, qu'en 43, Comédia, Comme quoi, il faut du revue temps. Collabo, le décrète auteur de l'année, Voilà. que le directeur de Comédia pistonne Simone de Beauvoir, qui travaille à Radio Vichy, etc. Et voilà. Et last but not least, Sartre n'a jamais dénoncé les camps de concentration soviétiques. Il s'est même attaqué à David Rousset, qui, lui, le pauvre, les dénonçait. Voilà, donc ça, il est habillé pour l'hiver, Jean-Paul Sartre. Alors, dites-moi, c'est pas fatigant de toujours dire des trucs intelligents comme ça? Vous pouvez pas dire une connerie pour voir? Dites un truc con. Non, Que Jean- Jésus n'a pas existé, par exemple. Ça, c'est une connerie. Alors ça, Voilà, on passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko, et c'est le journaliste et écrivain italien Alberto Toscano que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Les cardinaux vont bientôt élire un nouveau pape. Mais pour que le prochain pape soit vraiment nouveau, faudrait qu'il soit vraiment différent de ses prédécesseurs. Alors, pourquoi pas un pape africain? Après tout, ce n'est pas impossible, puisque le cardinal Turkson, un Ghanéen de 64 ans, est le favori des bookmakers anglais. Sur la photo, un pape noir qu'on pourrait comparer à Obama, ça ferait moderne. Sauf qu'en réalité, Turkson n'est pas franchement un progressiste. En octobre, lors d'une réunion organisée par le Vatican, il a projeté un film dénonçant l'invasion démographique de l'Europe par les musulmans. En plus, il avait piqué le clip sur Internet et tous les chiffres cités étaient complètement faux. Sinon, quand on l'a interrogé sur CNN à propos de la pédophilie dans le clergé africain, il a répondu que ça n'existait pas. Selon sa théorie, ça s'explique parce que l'homosexualité ne fait pas partie des traditions africaines. Alors là, s'il y a vraiment un lobby gay au Vatican, pas sûr qu'il fasse campagne pour le cardinal Turkson. Même s'il faut reconnaître que physiquement, il est pas mal. Sinon, dans un autre genre, il y a Schönborn, le cardinal autrichien. Alors bien sûr, après Benoît XVI, qui était aux jeunesses hitlériennes, un nouveau pape autrichien, ça serait du pain béni pour les comiques. Sauf que Schönborn est un vrai progressiste. Il s'est prononcé en faveur du mariage des prêtres, et par ailleurs, au lieu de dénoncer l'invasion de l'Europe par les musulmans, il a fondé une revue intitulée Oasis, qui milite pour le dialogue avec l'islam. Sur la photo, un pape noir, ça ferait moderne, c'est sûr. N'empêche, la dernière grande modernisation de l'Église date du concile de Vatican II, un concile qui a été voulu par Jean XXIII, un vieux pape italien de 77 ans. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alberto Toscano, bonsoir. Vous êtes écrivain et journaliste. Vous collaborez à de nombreux médias des deux côtés des Alpes, et notamment au quotidien Italia Oggi. Bienvenue parmi nous. Grazie. Alors, le pape a démissionné. Il faut dire que bosser avec un mec que tu vois jamais, c'est pas très motivant en même temps. Non, mais- Et au contraire, il est toujours là. Ah bon? Oui, ça doit être chiant comme patron. Hein. On dit aussi qu'il a démissionné parce que vous l'appeliez toute la journée pour qu'il lutte plus contre le mariage gay. C'est pas vrai. Non. Vous lui foutez la paix au pape quand même. Hein. Non, mais sérieusement, là je parle sérieusement parce que c'est un journal italien qui s'appelle La Repubblica qui a dit que c'était à cause du lobby gay que le pape démissionnait quand même. Non, mais sans doute, au Vatican, il y a des centres de pouvoir opaques. Mais comme à la télé. Hein. Comme à la télé, même plus peut-être. Non, il y a des centres de pouvoir opaques. Le plus connu, et là où l'opacité sans doute a touché des niveaux inquiétants pour tout le monde, aussi pour ceux qui ne croient pas, est l'OIOR, la Banque du Vatican, qui s'est prêtée à des opérations financières plus que douteuses dans le passé. Aujourd'hui, il y a un point dans le discours de Benoît XVI qui est très le dernier, qui est très intéressant. Il dit il y a des nuages inquiétants. Oui. Et ça peut même aussi expliquer le fait qu'un homme à son âge a choisi de laisser la place à quelqu'un qui probablement aura plus les énergies pour nettoyer les nuages. Pour nettoyer. Marina, votre père est italien. Hein? Oui. Vous comprenez tout ce que dit Alberto, je pense. Facile pour vous. Hein. Ça vous intéresse, le pape, Isia? Pas trop. Non, parce que ça m'intéresse s'il se trouve que c'est quelqu'un de progressiste, comme on a vu, et de plus intéressant, oui. Mais je m'en fous un peu parce que je ne suis pas catholique et je ne suis pas croyante, et donc je ne m'occupe pas des choses qui ne me regardent pas. Voilà. Vous vous intéressez à Obama, même si vous n'êtes pas américaine. Oui, je sais, mais là, je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'est complètement
complètement étranger, la religion, voilà. Je préfère... C'est les chapeaux qu'ils ont, hein. Ouais, c'est ça, c'est les chapeaux et puis tout ce qui est en dessous du chapeau. Voilà. Marina, ça vous intéresse, le pape? Non, mais moi... oui, j'avais vachement aimé le film donc d'anticipation de Nanni Moretti. Habemus Papam. Habemus Papam. Non, et ça, en fait, je ne comprends pas, c'est quoi un lobby gay au Vatican? C'est quoi l'action du lobby gay? Le problème vient toujours de la Banque du Vatican, qui dans le passé aurait été mêlée à des opérations pas très catholiques. Et pour faire taire ceux qui savent, on aurait utilisé des pressions aussi au sujet de leur attitude sexuelle pour jouer un chantage. C'est ça, ils ont eu peur d'être outés, donc tout le monde flippe, tu comprends? Alors, les pronostics. Personnellement, je suis ravi que vous ayez parlé du cardinal Schönborn parce que ce serait un très grand pape, un pape, mais alors c'est un pape qui est plus progressiste, il fait avancer les choses. Voilà. Michel, quel est votre favori pour cette élection? Moi, je suis sur des positions de gauche libertaire, c'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure des communistes, il faut faire la part des choses. Il y a l'appareil communiste qui est détestable, et puis il y a plein de militants communistes qui sont des gens bien. Dans l'Église, c'est pareil, c'est-à-dire il y a un pape et puis il y a les fidèles. L'Église, l'étymologie, c'est l'Église a priori, c'est pas le Vatican, c'est l'assemblée des croyants et des chrétiens. Donc moi j'ai moins le souci des papes que de cette Église, et je suis pas contre le fait qu'on soit chrétien. Ce qui me gêne, c'est que les chrétiens ne le soient pas, ou le soient si peu. C'est-à-dire qu'il y a un lobby homosexuel, moi ça me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est que ces homosexuels soient homophobes publiquement et rentrent dans une machine en nous disant les homosexuels, c'est des gens qui veulent la fin de la civilisation, c'est contre nature, ils sont anormaux, comme les pédophiles. Non, mais attendez, c'est ce qui s'est dit quand même une époque. C'est-à-dire il y a un discours homophobe de gens dont certains sont homosexuels et se cachent pour leur homosexualité. Moi, je dis simplement qu'il faut simplement être cohérent. Et quand on est chrétien et qu'on est éventuellement cardinal et homosexuel, il y a un truc qui ne va pas. Donc on reste homosexuel, mais on arrête d'être cardinal. Vous avez failli être ambassadeur de France auprès du Vatican, vous, hein? J'ai refusé. Et pourquoi vous avez refusé? Parce que je ne pouvais plus faire de politique si j'étais ambassadeur. Quel dommage. Voilà. La Villa Bonaparte, c'est magnifique. C'était Je génial. dois dire que quand on me l'a proposé, c'est quand même la Villa Bonaparte, c'est quand même quelque chose en plein dans Rome. C'est magnifique. Non, mais elle a pas pu parce que mais vous inquiétez pas, ça s'arrêtera un jour. Le premier choix de Sarkozy, c'était Bigard. Vous avez un favori, vous? Un pape français me plairait beaucoup. Vous connaissez la meilleure. André 23, on lui a dit, est-ce que vous voudriez être pape? Il a dit, je parle que français. C'est le problème des Français, c'est qu'à part Lagarde et Strauss-Kahn, il n'y en a aucun qui parle anglais. Et vous dites qu'à la fois Lagarde et Strauss-Kahn seraient des mauvais papes. Oui. Quoique Strauss-Kahn aurait pu faire un Borgia. Alors, il n'y a pas de chef au Vatican, il n'y a pas de chef non plus en Italie. Hein. Le pays hésite entre le populisme de Berlusconi et de Beppe Grillo et la combinaison de Bersani et Monti et tout ça. Donc on est vraiment dans une situation... C'est ingérable. L'Italie a l'habitude de croire au miracle et d'y croire tellement fort que parfois elle arrive à les réaliser. Mais sans doute, ça serait très compliqué de sortir de cette impasse. Et qui plus est, effectivement, Beppe Grillo a réalisé une campagne, il n'est pas le Coluche italien. Il est beaucoup pire que Coluche. Ah oui? Oui, il est arrivé à dire des phrases en France, il y a Le Pen en Italie, c'est moins exprimé la même force de contestation. C'est du populisme à l'état pur qui fait des discours objectivement dangereux. Michel, une question quand même. Là, on est dans une situation incroyable. C'est-à-dire que quand c'est l'Europe qui met Monti en Italie, qui dit voilà, maintenant c'est lui, il va vous dresser, c'est un technocrate, il va faire des économies. Quand le peuple vote, il ne vote pas du tout pour Monti, puisqu'il ne fait même pas 10%. Qu'est-ce qu'on fait? Simplement quelque chose qu'on n'entend jamais, c'est-à-dire que le nombre de gens qui sont contre cette Europe, en France, en Italie et partout ailleurs, est considérable. En France, quand il y a un traité européen et que les Français votent contre, Sarkozy et Hollande... Ça passe quand même. Voilà, disent, bon allez hop, on va y aller tout de même. On a une élite politique européenne qui défend cette Europe, qui nous envoie dans le mur. Et on a un peuple qui en fait les frais et qui dit on n'en veut plus, on n'en veut pas. Mais malheureusement, il y a dans la crise actuelle de tous nos pays, il y a cette vague de populisme. Parce qu'il est facile de détruire, il est facile de dire des non. Et au moment où l'Italie a besoin manifestement de solutions, oui, mais le peuple dit qu'il souffre, il le dit en Grèce, il le dit en Espagne, il le dit en France, on ne l'entend pas. Et quand le peuple le dit, on dit allez vous faire voir. Alors si on écoutait le peuple, attendez, imaginez, on dit au peuple, oui c'est vrai, vous souffrez. Qu'est-ce qu'on ferait?
Déjà, des politiques de gauche dignes de ce nom. Ce serait un Mélenchon qui n'aurait pas le tropisme de Cuba, qui n'aurait pas le tropisme de Chavez, le tropisme de Robespierre. Je ne peux pas défendre ça. Simplement, moi, je souscris à tout ce que dit Mélenchon. 100% de sa politique intérieure me va. Simplement, le bipartisme français fait qu'aujourd'hui, on a le choix entre un centriste de droite, un centriste de gauche, les deux défendant la même Europe, le même libéralisme. Et voilà. Très bien. Vous en pensez quoi de la situation italienne ? Je pense qu'elle est les prémices de ce qui va se passer en France. Ouais. Et je pense que l'Europe est très mal partie. Là, on a au moins un point d'accord, pas sur Mélenchon, mais sur le fait qu'on n'écoute pas le peuple qui souffre et qui ne veut plus de cette Europe. Nous ne pouvons pas nous priver d'Europe. Moi, j'ai voté contre Maastricht, j'ai voté contre les traités. Mais il faut une construction européenne, mais pas sur la base de ce que nous avons aujourd'hui. Isia, c'est pour vous qu'on se donne tout ce mal, parce que vous avez 22 ans. Nous, notre vie est faite. C'est pour votre avenir qu'on discute comme ça, c'est pour vous. Mais je sais, vous êtes mignon, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil de vous soucier de moi. Merci, ça me touche. C'est pour que vous soyez heureuse. Nous sommes toujours en compagnie de Christine Boutin, de Marina Foïs, d'Isia Higelin. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Latifa Ibn Ziaten. Bonsoir. Alors, Latifa, il y a un an, votre fils, le soldat Imad Ibn Ziaten, tombait sous les balles de Mohamed Merah, et dans les jours suivants, le terroriste abattait 6 autres personnes, dont 3 enfants. Quelques semaines après la mort de votre fils, vous décidez d'aller visiter le quartier dans lequel Mohamed Merah a grandi, et là, vous découvrez que le terroriste est un héros de l'islam. Depuis, vous avez retrouvé un sens à votre vie, vous avez décidé de porter secours à ces jeunes tentés par le diable. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ?» Ça va ? Ouais. Super, l'extase, oh joie, allons-y. Alors, bon, cette semaine, il y a tellement rien que je vais commencer par la rubrique cinéma. De toute façon, je suis obligé, hein, c'est Canal, la cérémonie des Césars, c'est super chouette, tout ça. Non, mais il y a un côté très ludique, hein, filer des trucs qui pèsent 10 kilos de bronze à des vieux qui doivent les trimballer sans se prendre les pieds dans leur robe de soirée. Il manque plus que les vachettes et la voix off de Nathalie Simon, et on frisera le sommet du glam agricole. Après, j'ai mes réserves. Esthétiquement, un César, c'est pas... Je veux dire, tu vois, on dirait un Oscar qui a subi un crash test. Tu pourrais non plus... De toute façon, les Césars, c'est toujours pareil. Hein. C'est un film qui est nominé dans toutes les catégories et qui, au final, reçoit rien du tout. Alors, cette année, c'était Camille Redouble. Très bon film. Ouais. Un seul défaut, il y a 1h45 en trop. Alors, je ne l'ai pas vu, c'est totalement gratuit, ce que je dis. Hein. Mais à l'heure du tout payant, un peu de gratuité dans l'humour ne fait pas nécessairement de mal. Les Césars qui se pavanaient parce qu'ils accueillaient Kevin Costner, ça c'est vrai, c'est du rêve, du glamour. Je rappelle qu'à l'époque de Danse avec les loups, Édith Cresson était Premier ministre. Ça, c'est la France. Hein. C'est la France est à Hollywood, ce que la province est à Paris. Hein. On a l'impression d'avoir Al Pacino alors qu'on nous a envoyé Evelyne Leclerc. Engagement. Semaine difficile, la France a perdu Stéphane Hessel. Alors, je pense que tout le monde voit, hein, le père Castor du lieu commun engagé. Hein. Stéphane Hessel, un mec tellement engagé que lorsqu'il est né, il portait déjà un nom qui évoquait les poilus. Indignez-vous qui disait « C'est vrai, la paix c'est mieux que la guerre, le bien est supérieur au mal, le capitalisme c'est caca, oups, zut, crotte, flûte, il est l'heure de changer mes couches. » Ah, le grand âge, ce coma éthylique sans alcool. En tout cas, c'est un triste destin, franchement. Révélé à 92 ans, mort à 95, 3 ans de célébrité. Oui. Dans son malheur, une chance, trop âgé pour faire splash. Bon, je dis ça, moi, son bouquin, son fascicule, j'ai adoré. Hein. A-t-on jamais rendu un si bel hommage à du Helvetica Police 24 ? Enfin, pour une fois que la littérature s'engage aussi sincèrement contre la presbytie, pourquoi bouder notre plaisir ? Alors, de toute façon, c'était un résistant, hein, c'est un gage d'inattaquabilité en France. Je veux dire, en France, pour pouvoir dire n'importe quoi, c'est simple, entre 40 et 45, soit t'as fait le mariole dans le maquis, soit t'as planqué des juifs dans ta cave. C'est... Tu vois ? Une fois que t'as fait ça, même si tu te mets à raconter que la Terre est plate, tout le monde va te trouver génial. C'est comme ça. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, Christine ? C'est comme ça. Vous faites penser à Nina Hagen, jeune. Je suis désolé.
pas m'en empêcher. You know, so sexy girl. And, Bref, politique, gauche, rien à dire. Ils sont impeccables. Certes, le chômage bat un nouveau record, mais il faut être honnête, c'est un peu trop tôt pour mesurer les effets du mariage gay sur l'emploi. J'adore ce pays. Droite, on a eu des nouvelles de François Fillon. Alors lui, il a trouvé un nouveau truc, monter sur des tribunes, convoquer des réunions pour expliquer pourquoi il sera candidat à rien. François Fillon, ou l'homme qui aimait ne pas être là. Alors il paraît qu'il va à la rencontre des Français, il va labourer le pays, aller à la rencontre des vrais gens. C'est un peu le leitmotiv des... Comment peut-on vouloir être proche des gens en oubliant que la vraie souffrance, c'est de ne pas trouver de taxi à 2h du matin, un samedi, boulevard Saint-Germain? Glamour, Marine Le Pen. Marine Le Pen aimerait qu'on reconnaisse aussi le caractère parfois utile de la colonisation. Elle n'a pas tout à fait tort. Hein. La colonisation, c'est un peu comme la torture en Algérie. Hein. On n'est pas sûr que les bourreaux vont te laisser un bon souvenir. En revanche, on est sûr qu'ils vont te laisser un compteur EDF. Économie. Alors, le patron de Coca-Cola est venu au secours de la France et de ses ouvriers. Il a dit que les Français travaillent bien plus que 3 heures par semaine. Bah, tu m'étonnes qu'il est ravi avec la main-d'œuvre française. Je rappelle que son métier consiste à faire des bulles. Donc, à un moment, faut être honnête. Impasse. Payon veut réformer les vacances d'été, ce qui est quand même fou, quoi. Supprimer la dernière raison valable qui donne envie de faire prof. Alléger les semaines, alléger le programme, alléger les devoirs. À la fin, il ne sortira plus des élèves, mais de l'aspartame, quoi. Ça sera le goût de l'intelligence avec 0% de culture générale dedans. Voilà l'avenir. Romantisme, DSK. Alors, une ex-maîtresse de DSK qui pond un énième bouquin sur lui. Alors, c'est écrit par Marcella Yacoub, je crois qu'on voit la photo. Voilà, Diams après une chimio. Alors, attention, la fille, c'est pas n'importe qui, hein, c'est une chercheuse au CNRS, tout ça, c'est pas assez rassurant, quoi. Il monte en gamme, quoi. De la femme de ménage à la philosophe, c'est la preuve qu'il aurait fait un bon président, quoi. Il arrive à pénétrer toutes les couches sociales. J'y pense, de toute façon, 7 mois de relation pour retranscrire des ébats sur le papier, comme quoi être chercheuse au CNRS, c'est pas forcément un gage de rapidité d'esprit, quoi. Pas... Et tout ça, au final, pourquoi? La nana, elle est tellement romancière du dimanche qu'au bout de 3 pages, t'as pigé qu'il s'agissait de DSK, quoi. Du coup, forcément, une amende de 60 000 €, c'est vraiment le coup de maître. Il va lui rester un sacré pactole à la fin, à la meuf, quoi, tu vois. Nafissato, en 7 minutes, elle touche le jackpot. L'autre, elle met 7 mois à pondre un truc qui lui fera toucher à peine de quoi s'offrir un abonnement au Club Med Gym, quoi. Avec... Merci pour cette spontanéité. Alors évidemment, l'avocat a négocié un truc génial, c'est qu'il faut faire figurer la mention atteinte à la vie privée. Alors ça va figurer dans chaque exemplaire du livre. Ça, c'est vraiment la victoire de DS, quoi. Le type, il se bat pour sa dignité et son avocat obtient que dans chaque bouquin, on dise au lecteur « Ouais, le gros porc, c'est bien mon client. » Voilà. Alors, bonne nouvelle de la semaine, c'est la fin de la chronique, quoi. Pour vous, je sais pas, mais pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Alors, ça va de la vie? Merci, c'était Gaspard. Nous vous retrouverons ici la semaine prochaine sur canal+.fr. Vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Latifa, rebonsoir. Vous êtes née à Tétouan, au Maroc, le 1er janvier 1960. Votre père était trompettiste dans l'armée espagnole et votre mère femme au foyer. Mais comme votre père est très coureur, votre mère finit par obtenir le divorce et elle quitte le Maroc pour Ceuta, qui est une enclave espagnole sur la côte méditerranéenne, à côté de Melilla, voilà, avec d'ailleurs ses enfants. C'est là qu'elle rencontre son second mari, qui lui se comporte très très bien et vous paye l'école espagnole. Ça, c'est une bonne période pour vous, Latifa. Oui, c'est quelque chose que je ne pourrais pas oublier. Hélas, vous avez 9 ans. Lorsque votre mère meurt, vous vous retrouvez avec votre sœur chez votre père à Tanger. Et là, la nouvelle épouse de votre père vous traite comme des domestiques et vous interdit d'aller à l'école. Oui, c'était la souffrance de ne pas aller à l'école, de ne pas apprendre. C'est pour ça, aujourd'hui, que quand je vois les enfants,
il ne continue pas les études et que je dis, moi, je n'ai pas eu cette chance. Ouais. Ce n'est qu'à 13 ans que vous serez secouru par une tante. Vous dites, mes mains étaient violettes et pleines de cloques. Donc vous travaillez vraiment comme une esclave pour votre belle-mère. Elle nous a utilisés parce que, comme on n'avait pas de mère, mon père est toujours absent. Ouais. Il a profité de moi et ma sœur de servir comme une bonne chez elle et chez sa famille. À 14 ans, vous vous évadez de cet univers, vous partez travailler en usine. Voilà, il y a une période assez heureuse, hein, parce que vous fréquentez un peu des gens de l'usine, les directeurs de l'usine, tout ça. Ça, c'est la nostalgie de ma jeunesse que j'ai découvert d'une manière européenne. Ouais. Malheureusement, votre grand frère finit par avoir les moyens de subvenir à vos besoins et il vous dit de rentrer à la maison, il vous interdit de travailler. Ça, c'était dur. À 16 ans, vous rencontrez votre futur mari qui bosse à la SNCF en France. Et 1 an plus tard, donc à 17 ans, vous le rejoignez en France, à Sotteville-les-Rouen. Ça a dû vous faire un choc quand vous êtes arrivé, non? C'était trop dur au début. Ouais. C'était une ville qui ne parle pas, Ouais. qui ne chante pas. Ouais. C'est le silence. Alors là, devant l'ennui qui vous submerge, vous décidez de nouer des relations avec vos voisines et puis surtout d'apprendre le français. Vous vous dites, c'est la seule façon de trouver du travail. Si je veux me sortir de là, il faut que je parle bien le français. Ouais. Ça, c'était le besoin absolument. Il fallait que j'apprenne la langue pour parler avec mes voisins, avec mes amis, de sortir, de trouver ma liberté. Ouais. C'était important, très important. Cet apprentissage du français vous permettra d'envoyer vos enfants à l'école. Et alors, ce qui est fou, c'est que quand vous faites faire les devoirs à vos enfants, en fait, vous ne connaissez pas très bien. Donc, vous leur dites des fausses fautes parce que vous ne savez pas, en fait. Et il fallait montrer que je savais. Ouais. Il fallait garder ce secret. Ouais. Et que mes enfants, ils avaient une maman en face d'eux. Et j'ai trouvé une faute sans faute. Ouais. Voilà. Alors, vous voulez farouchement vous intégrer à la société française. Vous dites à la maison, vivez comme des Français. Vous fêtez les fêtes catholiques, vous fêtez Noël. Et à l'extérieur, vous voulez que vos enfants fréquentent des Français de souche. Vous voulez vraiment vous sortir de votre milieu. Hein. Je vis en France, j'aime ce pays. J'ai fondé une famille et il fallait que je vive normalement, comme tout le monde, de culture, de richesse. Ouais. Et c'était important. Vous les obligez pas à faire le ramadan, hein, vos enfants? On ne doit pas obliger nos enfants, on doit laisser la liberté. Et c'est là qu'un jour, votre fils Imad, celui qui était le plus proche de vous, ça veut dire pilier, Imad. Hein. Mon ami. Ouais. Imad vous annonce qu'il va s'engager dans l'armée, donc il devient parachutiste, et il participera à un certain nombre d'opérations, l'opération Épervier au Tchad, et l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Et un jour, il vous dit, « Tu sais, maman, il se pourrait que je meure avant toi. » Oui, c'était difficile, ça. Ce jour-là, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Il a reçu une assurance et il m'a dit, voilà, s'il m'arrive quelque chose, maman, surtout m'enterrer chez moi. Voilà. J'ai dit, chez toi, c'est ici. Il m'a dit, bah, chez vous. C'est le pays d'origine. Et je dis, c'est moi qui dois mourir avant toi. Et il m'a dit, l'heure quand il arrive, on n'a pas... Ouais. Et donc, il vous demande de l'enterrer à Hendik, à quelques kilomètres de Tétouan, donc au Maroc. Et puis, le vendredi 9 mars 2012, vous êtes en voyage en Turquie avec votre mari. C'est votre fils Imad qui vous a offert le voyage. Vous vous sentez nerveuse, angoissée. Vous n'aimez pas tellement l'hôtel où vous êtes. Vous trouvez lugubre, cet hôtel. J'avais un sentiment, ce jour-là, c'est quelque chose, l'instinct d'une mère. J'avais un couteau dans le cœur. Ouais. Et Ahmed, cette heure-là, il était mort. Vous partez à Konya. Et là, pareil, vous avez un sentiment d'oppression. Vous dites comme si j'étais à l'intérieur d'une tombe. Alors qu'à ce moment-là, vous ne savez pas encore que votre fils est mort. Vous rentrez à l'hôtel. Et c'est là que votre autre fils, Hatim, vous appelle et vous annonce que votre fils a été tué par Mohamed Merah. Alors on ne sait pas encore à ce moment-là, mais il tuera encore 2 militaires à Montauban, 4 civils à Toulouse, à l'école juive Ozar Hatorah, dont 3 enfants. Alors ce qui est terrible, c'est l'accueil des policiers toulousains
quand vous allez reconnaître le corps de votre fils, parce qu'il commence par vous dire, mais votre fils, c'était un délinquant, c'était un trafiquant, enfin comme si le fait d'être arabe musulman était obligatoirement lié à ça, quoi. Ça, on était très humiliés. J'ai pas encore vu mon fils, il est à la morgue. Ouais. J'étais pas encore sûre que c'était lui. Et ce policier, il me parlait comme sans cœur, sans être humain. Et c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Et il vous dit même, un de vos garçons est-il capable de tuer son frère? Je dis, monsieur, s'il vous plaît. Ouais. C'est trop dur que vous venez de dire. Ouais. Laissez-moi voir mon fils d'abord. Le lendemain, vous allez à la morgue et vous découvrez que votre fils a été autopsié sans votre autorisation. Ça, c'est un choc total parce que mon fils, il est mort. Ils ont sali sa mémoire. Ouais. Et d'aller à l'hôpital me dire, madame, préparez-vous. Ouais. Votre fils, il a eu une autopsie. Là, c'est quelque chose. Quand j'ai touché mon fils, Ouais. c'était quelque chose de trop dur. Vous passez plusieurs jours à la morgue. Oui. Plusieurs jours, pratiquement tous les jours, j'allais le voir. Et ce policier, quand je l'ai demandé, j'ai posé cette question, pourquoi vous avez fait cette autopsie sans demander? Il me dit, madame, gardez votre calme. Ouais. Si vous continuez à parler comme ça, je vais raccrocher. Et c'est là que j'ai répondu, je dis, monsieur, c'est ma chair qui est sur la table. C'est pas la vôtre. Le 22 mars 2012, Mohamed Merah est abattu par les hommes du RAID. Vous auriez préféré qu'il soit traduit en justice pour qu'il puisse s'expliquer et qu'on lui pose un certain nombre de questions sur son geste. Bien sûr, c'était important pour nous, Ouais. pour toutes les familles. C'est très important. Alors vous allez au Maroc, enterrer votre fils donc à Hamdik, à côté de Tétouan. Et là, vous êtes obligé d'appeler la chaîne qatari Al Jazeera parce qu'il voulait diffuser les images de la tuerie tournées par Mohamed Merah. Ah oui, ça c'est quelque chose horrible. 3e jour que je vais enterrer mon fils et d'aller le matin sur sa tombe et je reçois un coup de téléphone. Ouais. Ça, j'ai appelé au secours à tout le monde. J'ai appelé le Qatar, j'ai appelé la Jazeera, j'ai appelé la France, le roi du Maroc. Ça, c'était quelque chose. J'ai dit, alors si vous montrez ça, vous verrez ma mort sur la conscience. Et ça, j'étais prête. Et j'ai toujours peur jusqu'à maintenant. Mais pourquoi il voulait diffuser cette vidéo à Al Jazeera? C'est ça que je ne comprends pas. Il voyait qu'un assassin qui a tué 3 religions, Ouais. il a tué 3 adultes, il a tué des enfants. Il a touché quand même la France parce que c'est des soldats. Bien sûr. Quelle vie qu'on vit de montrer des choses comme ça. Très ambiguë l'attitude du Qatar dans tout ça, non? Oui. Et là, un jour, vous êtes assise sur la tombe de votre fils et vous avez une espèce d'illumination. Vous décidez de sauver ceux qui ont fait subir ce sort à votre fils. J'ai dit, il faut que je rencontre où il habitait Merah, qui il est Merah. Ouais. Et quand je suis allée voir ces jeunes ils disent que Merah, c'est un héros. Oui. C'est le martyr de Ils l'islam. disent, il a mis la France entière à genoux. Donc ils sont fiers de lui. Et quand j'ai parlé avec ces jeunes, je les ai expliqué, je me suis présentée. Je vous assure, ils ont changé d'attitude. Ouais. Alors vous leur dites qui vous êtes, effectivement, et ils vous disent, on vit comme des rats, et les rats, quand ils sont enfermés, ils deviennent enragés. Ceci étant, permettez-moi de vous dire, et de leur dire, que si tous les gens qui vivaient dans des cités tiraient à bout portant sur des militaires et des enfants juifs, bon, enfin. Donc, vous leur dites, mais vos parents, qu'est-ce qu'ils disent quand vous dites que Mohamed Merah est un héros, etc. Ils disent, nous, nos parents, de toute façon, on leur en parle pas, et si nos parents nous voyaient crever, finalement, ils ne seraient pas mécontents. Et j'ai répondu non, c'est pas possible. Ouais. Chaque mère, elle aime son enfant. C'est parce qu'une mère, quand elle réagit ou elle répond comme ça à son enfant, parce qu'elle n'est pas contente des bêtises qu'il fait. Alors, en mai 2012, vous lancez une structure d'aide aux jeunes. Vous dites, je veux sauver ceux qui sont à l'origine de mes souffrances. C'est magnifique. Quand j'étais aux cités, j'avais vu ces jeunes, ils sont perdus. Ouais. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils manquent d'infection. Ouais. Ils manquent d'être cadrés. Il manque plein de choses dans ces jeunes. Et on peut les récupérer. Il faut les entendre. Qu'est-ce qu'il faut faire, Latifa? Il faut les aider. Il faut les cadrer.
Il faut l'aider à faire des formations, des stages. On ne doit pas fermer les yeux. Parce que vous savez, un jeune, rien qu'il le regarde, ça parle. Ouais. On ne doit pas tourner le dos. Si on les laisse comme ça va devenir des bêtes sauvages. Oui, on doit les aider. Parce qu'ils ne se sentent pas, quand ils sont en France, ils ne se sentent pas s'ils sont français. Quand ils parlent le pays d'origine, ils ne savent pas s'ils sont, ils sont perdus. Il faudrait plus d'autorité de la part des parents? Il y a certains parents qui ont oublié la leçon, je pense. Ils ont oublié l'éducation aux enfants. Moi, j'approche beaucoup aux parents. Parce que les parents, ils sont responsables de leurs enfants. Christine, extraordinaire. Cet acte de pardon des assassins de son fils, ça c'est extrêmement, nous on dirait chrétien. C'est superbe, c'est sublime. Bravo. Latifa, vous racontez cette histoire dans un livre qui s'appelle Mort pour la France, qui sort le 6 mars chez Flammarion. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate, Marina Foïs, pour Bouléville, actuellement au cinéma, un triomphe. Allez-y, Isia Higelin, César du meilleur espoir féminin, le DVD Mauvaise fille sort le 3 avril. Michel Onfray, Les Freudiens hérétiques et les consciences réfractaires, c'est publié chez Grasset. Alberto Toscano, du quotidien Italia Oggi, et Latifa Ibn Ziatem, Mort pour la France, en librairie le 6 mars. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.